d'accueillir les docteurs Marion Fauché et le docteur Jamel Mokart. Bonjour, vous m'entendez? Donc je me présente, je m'appelle Marion Fauché et je suis venue avec Jamel Mokart pour vous parler de l'optimisation de la prise en charge des patients chez nous, donc à l'Institut Paoli-Calmette à Marseille. Donc là, juste une petite diapo pour vous situer notre activité. Entre 2009 et 2017, il y a eu une grosse activité qui a pu augmenter, comme vous le constatez. Donc on est passé de à peu près 6 000 patients à 11 000 patients sous anesthésie générale, donc ce qui représente 85%, plus 85% d'activité. Donc il a fallu qu'on adapte notre manière de travailler. Et pour ce faire, l'anesthésiste, vous allez le voir, est un peu au centre, et ce sur plusieurs niveaux. Donc on a fait un audit national avec un organisme qui s'appelle la MEH, et on a créé quelque chose qui est propre à notre institution et qu'on appelle la cellule de programmation au bloc opératoire. Cette cellule de programmation, elle est supervisée par le chef de bloc, qui peut être soit un anesthésiste, soit un chirurgien. À l'heure actuelle, c'est un chirurgien, mais pendant de nombreuses années, ça a été un anesthésiste. Et elle est pilotée par un binôme qui est le cadre du bloc opératoire et le responsable de l'anesthésie, donc en l'occurrence moi à l'heure actuelle. Et vous avez une infirmière, infirmière principale, un agent administratif et une secrétaire. Cette infirmière principale s'occupe de la programmation et du contact avec les patients. L'agent administratif s'occupe de la gestion des dossiers d'anesthésie et la secrétaire, elle, s'occupe des indicateurs et de gérer les absences. Cette cellule de programmation a pour mission d'optimiser la programmation au bloc opératoire, et puis elle s'occupe de la validation du programme hebdomadaire, de gérer cette programmation, effectivement de s'occuper en plus des urgences, de gérer les indicateurs qui sont des indicateurs de qualité de gestion du bloc opératoire. Et elle s'occupe également de la collaboration avec les différents services. Donc ça, vous voyez que l'anesthésiste est au centre de l'optimisation de la programmation au bloc opératoire. Ça a été notre premier moyen d'optimiser ce flux de patients qui s'est considérablement accru ces dernières années. Ça se passe comment? En gros, vous voyez donc cette grosse flèche. Vous avez le primum movens, c'est quoi? C'est la consultation au niveau de la chirurgie, avec le chirurgien qui remplit une fiche, qui demande une consultation, donc une intervention chirurgicale. Il la programme. Il envoie cette fiche au niveau de la cellule de programmation. La cellule de programmation valide la demande d'intervention chirurgicale. Elle est ensuite évaluée au staff de programmation qui se tient le mercredi au niveau de la cellule de programmation. On évalue si cette intervention est faisable. On essaye de l'intégrer dans le programme opératoire. On repère si elle va générer un dépassement ou pas et on la cale au mieux dans le programme opératoire. On regarde si elle nécessite un transfert en réanimation ou pas et si ça peut rentrer dans le programme de la réanimation. On prévient les chirurgiens de la faisabilité. On leur demande d'optimiser leur programme. Si tout ceci est faisable, on valide définitivement le programme le jeudi. Le vendredi, on optimise avec les cadres des unités afin de définir quand les patients vont être hospitalisés et dans quelle unité ils vont être hospitalisés. Et si tout ceci est faisable, le vendredi, le programme est diffusé de manière définitive. Ça, c'était la première partie. Ensuite, grâce aux tutelles, nous avons eu des objectifs d'ambulatoire qui ont été fixés, que tout le monde connaît. À l'heure actuelle, on est à peu près à 50% de chirurgie ambulatoire sur la France entière. Les objectifs qui ont été fixés pour 2022, c'est 66% de chirurgie ambulatoire. Et puis nous-mêmes, nous avons, grâce à la RAC, motivé les tutelles pour faire de plus en plus de RAC. Donc on a changé notre manière de procéder et ça nous a permis d'avoir plus de liberté dans la manière d'aborder la chirurgie et comment on faisait rentrer les patients. Donc on s'est dit, on diminue les durées de séjour, on va pouvoir faire rentrer les patients le matin puisqu'on les fait sortir plus rapidement. Donc on s'est mis à pratiquer le J0, le Day Admission Surgery. Il faut dire qu'on était relativement en retard par rapport aux États-Unis et aux pays nordiques. Donc le J0, c'est quoi? C'est le patient arrive le matin pour son intervention qui est prévue le jour même, il reste hospitalisé le soir.
voire dans les jours qui suivent. Le J0, ça a commencé dans les années 80 par des mastectomies. On a vu que ça diminuait les durées de séjour et que ça n'augmentait pas forcément les complications. Donc ça se passait bien pour la chirurgie du sein. Ça s'est poursuivi dans les chirurgies vasculaires, pour des chirurgies de plus en plus compliquées. On a commencé par les carotides, après on a fait des chirurgies aortiques. On a vu pareil que ça diminuait les durées de séjour, que ça diminuait les coûts et que les complications n'étaient pas forcément d'ailleurs, les complications n'augmentaient pas, donc on a vu que c'était faisable aussi. Et puis après, ça s'est adressé à des cohortes de plus en plus importantes, sur des nombres de patients de plus en plus importants. Et puis on a même constaté, donc ça c'est Kelava qui a fait une étude sur 32 000 patients, qui a constaté que les patients faisaient de moins en moins d'infections quand ils étaient hospitalisés le matin, alors qu'ils faisaient plus d'infections quand ils étaient hospitalisés la veille. Donc ça c'était carrément très important. Mais quand on se penche d'un peu plus près sur la biblio, on voit qu'il s'agisse des États-Unis ou des pays nordiques, en fait, il existe des cliniques de pré-anesthésie. Ces cliniques de pré-anesthésie, c'est quoi? C'est qu'en fait, à partir du moment où les patients sont prévus pour une chirurgie, ils sont hospitalisés entre 3 et 7 jours, si leur état le nécessite bien sûr, dans des cliniques qui sont voisines des hôpitaux où ils vont être opérés. Et ils sont pris en charge par des anesthésistes, des internistes, des cardiologues. Et ils ont tout un bilan. Ça, c'est avant d'être opérés. Après, ils rentrent chez eux, bien sûr. Et puis, à J-1, ils retournent dans ces cliniques de pré-anesthésie et ils sont réévalués. On leur fait un bilan biologique. On leur fait ce dont ils ont besoin. Puis, ils rentrent chez eux. Et le J0, le jour de l'anesthésie, ils retournent dans cette clinique de pré-anesthésie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On les prépare. Parfois même, on leur fait l'antibioprophylaxie. Et ensuite, on les amène gentiment au bloc opératoire. Donc, effectivement, ils arrivent au bloc opératoire à J0, mais ils sont passés par la clinique de pré-anesthésie. Quand on regarde encore un peu plus près, par exemple, vous voyez Sylvée, là, qui nous fait tout l'historique de leurs grosses chirurgies qui ont été opérées à J0. Et effectivement, ils ont fait une enquête de satisfaction, les patients sont contents, c'est de la chirurgie cardiaque. On s'aperçoit que non seulement ils sont passés par la clinique de pré-anesthésie avant leur intervention, mais qu'en post-opératoire, ils sont effectivement hospitalisés là où ils ont été opérés, mais que c'est le team de la clinique de pré-anesthésie qui les suit en post-opératoire, et que quand ils rentrent à domicile, ils sont encore suivis par ce fameux team de la clinique de pré-anesthésie. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment on va pouvoir transposer chez nous la même qualité de prise en charge à des J0. Donc, à l'Institut Paoli-Calmettes, très modestement, effectivement, nous aussi, on a voulu mettre en place les J0 comme partout en France, puisque c'est quelque chose qui est en train de prendre, et je pense que vous qui êtes bien plus jeunes que nous, d'ici quelques années, il y aura beaucoup de patients qui seront hospitalisés en J0. On a commencé par mettre les patients en hôpital de jour chirurgical, on a planifié, et puis on a mis des petites chirurgies, des patients à 1, 2, des choses pas très compliquées. On a organisé, on a fait des nouveaux circuits patients, ça va de comment je fais rentrer le patient, où est-ce que je le mets, qu'est-ce que je fais de ses bagages. Bon, on a plein de questions organisationnelles, puis il y a de nouvelles problématiques qui sont apparues, notamment d'abord des problématiques au niveau des patients, c'est-à-dire que comment gérer l'anxiété du patient. Alors bien sûr, ça passe par une bonne qualité de l'information, ça c'est certain. Qu'est-ce que je fais de l'appel de la veille? Pour le moment, nous, ce sont des secrétaires qui passent l'appel de la veille, puisque ce sont des chirurgies chez des patients pas compliqués et des chirurgies simples. Et comment je les achemine? Ils viennent par leurs propres moyens ou par les VSL. De toute façon, ça ne change pas de ce qu'ils faisaient la veille de l'intervention. Les contraintes anesthésiques, là, il a fallu travailler, il a fallu réfléchir. On a pris le document de l'anesthésie ambulatoire et on l'a transformé pour les J0 avec les consignes de jeunes, les consignes de la SFAR. Qu'est-ce qu'on fait pour les prémédications? On en donne plus, ça nous arrange pas mal. Qu'est-ce qu'on fait des médicaments pour le pré-op? On a une ligne spéciale aussi. La légalité de la visite anesthésique, là, les consignes de la SFAR sont assez floues. Est-ce qu'il faut voir le patient dans l'unité dans laquelle ils arrivent? Est-ce qu'il faut le voir dans le SAS? Est-ce qu'il faut le voir quand ils sont déjà sur le brancard? Est-ce qu'il faut le voir dans la salle d'opération? C'est assez flou, mais il va falloir qu'on soit peut-être plus rigoureux que ce qu'on a fait jusqu'alors, surtout si on se met à faire des chirurgies majeures. Les examens paracliniques, là aussi, il a fallu qu'on unifie nos pratiques, parce que vous savez comme moi que ce n'est pas forcément celui qui voit le patient à la consultation d'anesthésie qui l'endort le jour même. Donc il faut qu'on soit tous bien d'accord, il faut qu'on soit très rigoureux. Donc il faut qu'on homogénise nos pratiques. Qu'est-ce qu'on fait sur les RAI? Nous, on a un circuit spécial avec la secrétaire qui fait partie de la cellule de programmation, qui veille à ce que les RAI soient bien à jour. On rappelle les patients, on leur fait des bons spéciaux, ils passent le matin à un laboratoire qui est en face de l'IPC
Enfin, tout ça, c'était des circuits à créer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des consultations extérieures? Il faut veiller à ce que les dossiers soient bien à jour. Pareil pour le chirurgien, il a des consultations, il a des contraintes chirurgicales particulières, il ne voit plus les patients la veille, donc eux aussi, fini l'IRM de dernière minute, le scanner de dernière minute, le CBU qu'on récupère à la dernière minute. Pareil pour les patients qui ont des repérages, il a fallu créer des circuits rapides. Tout ça, ça a été à faire. Et les contraintes logistiques avec un accueil ouvert à 7 h du matin, les programmations, il a fallu jongler avec les patients qu'on avait en ambulatoire, qui étaient un peu antagonistes avec les programmations des J0, etc. Grosso modo, on arrive à ça, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que notre activité en J0, si vous le voyez, ce sont les 2 dernières colonnes en violet, eh ben, notre activité en J0, elle s'est mise à plafonner. Pourquoi? Parce que pour un problème de moyens, tout simplement, parce qu'on avait des patients qu'on accueillait à l'hôpital de jour chirurgical et qui rivalisaient avec nos patients en ambulatoire. On n'avait plus assez de place ni d'organisation. Donc, on a créé un service spécial suite à ces problèmes de surcharge et de patients qui attendaient trop, c'était trop long. On a créé donc une unité d'accueil préopératoire qui s'appelle l'UAPO. C'est une unité dédiée au J0 avec des patients qui ne sont qu'en J0. Donc, on a 7 chambres, 11 places avec des flux de patients qui ne sont prévus que pour l'arrivée en J0, un secrétariat spécial. Le but, c'est d'accueillir des patients donc, en 2 flux. On a refait des documents spéciaux. On a des chirurgies qui sont des chirurgies tout venant. Pour l'instant, on n'a pas encore accès aux chirurgies lourdes parce qu'on n'a pas réglé tous nos problèmes. Nos patients transitent par ce service. Ils arrivent le matin. Ils ont une checklist, ils sont orientés sur le bloc et ensuite ils ne reviennent pas dans cette unité, ils sont directement orientés sur le bloc puis vers les unités de chirurgie. Donc ça demande une excellente coordination avec le bloc opératoire et également une excellente coordination avec les unités derrière. Les problématiques qui restent et qui sont les plus importantes pour nous sont l'appel de la veille, parce que pour des chirurgies majeures et des patients compliqués, on ne va pas pouvoir continuer à avoir un secrétariat qui s'occupe de faire les appels de la veille. Donc, est-ce qu'on va avoir un anesthésiste dédié ou une infirmière avec délégation de tâches qui va s'occuper de ça? Est-ce qu'on va faire des visites Skype pour voir les patients la veille? Par exemple, c'est une idée. Pour la synthèse du dossier d'anesthésie, est-ce qu'il va falloir qu'on dédie un anesthésiste pour synthétiser tout ça? Pour la prise en charge des patients la veille, ce qu'on voudrait, c'est peut-être faire passer une infirmière pour avoir quand même une prise de constante, parce que quand vous prenez une DPC, par exemple, en J0, bah, vous aimez peut-être bien avoir un examen clinique la veille. Tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas réglées, bien qu'on ait quand même ouvert l'unité le 15 octobre, pour l'instant, pour des chirurgies qui restent des chirurgies qui ne sont pas des chirurgies majeures. Tout ça, ça nous fait pencher pour l'hypothèse d'une e-clinique qui pourrait peut-être être le pendant de la clinique de pré-anesthésie des pays nordiques et des États-Unis. Voilà. Donc, vers le futur, nous, on voudrait intégrer les chirurgies majeures pour ce J0. L'objectif, c'est quoi? C'est de garder un lien entre la consultation d'anesthésie qu'on fait à notre patient et le jour de l'intervention, parce que, comme vous pouvez le voir, dans ces cliniques de pré-anesthésie, il y a quand même une interaction qui est permanente. On voudrait, par ce phénomène-là, on voudrait collaborer avec une unité qui s'appelle l'unité HLM chez nous, qui est l'unité hors les murs, qui s'occupe du patient de l'IPC dès qu'il a franchi les portes de l'IPC et qui n'est plus à l'IPC. Donc c'est une unité qui n'est pas une unité virtuelle, c'est une vraie unité avec un chef de service, une surveillante qui s'occupe de tout ce qui se passe à l'extérieur, et par le biais d'une application qui s'appelle IPC Connect, c'est-à-dire que les patients de l'IPC peuvent se connecter à leur dossier informatique à partir du moment où ils ont un smartphone. Et ça se présente comme ceci, vous voyez, ils peuvent se connecter, ils ont accès à leur dossier, ils ont accès à leur consultation, ils ont accès à leur compte-rendu, et on voudrait que ça soit interactif, et on voudrait que les patients puissent nous envoyer des informations sur leur état de santé, sur les examens paracliniques qu'ils ont faits à l'extérieur, afin d'avoir un contact avec eux en permanence. Donc, les J0, bien sûr, c'est l'avenir, donc on est à fond d'accord. Ça réduit les durées moyennes de séjour, donc ça réduit les coûts, donc on est pour. Ça nécessite d'être adapté à notre système français parce qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Peut-être que la e-clinique, c'est l'avenir pour nous, et de toutes les manières, il faut qu'on puisse anticiper. Ensuite, pour toujours arriver à optimiser ces circuits patients et rester dans l'ambiance RAC, on a informatisé les prescriptions des protocoles RAC dans notre institution
Donc vous avez ici la représentation de notre feuille de prescription informatisée. Donc c'est très simple, vous avez la feuille de prescription informatisée, vous cliquez sur prescrire et à ce moment-là, vous choisissez votre chirurgie, votre protocole RAC, tout est rentré, admettons que vous vouliez faire, je sais pas moi, voilà, une cystectomie bricaire. Pour ne pas avoir à vous tromper, vous cochez sur votre cystectomie bricaire. À ce moment-là, votre protocole RAC s'affiche avec une aide, si vous ne vous souvenez pas bien, vous pouvez choisir. Et à ce moment-là, tout ce que vous devez faire s'affiche. Donc on l'a fait, bien sûr, on ne l'a pas recopié bêtement. On a créé pour chaque chirurgie des référents. Hein. Je suis désolée, mais on a quand même créé des référents RAC parce qu'on a pensé que c'était bien. Donc on a fait, parmi les référents RAC, il y avait un anesthésiste, un chirurgien, on a mis des infirmiers. Enfin, on a tous réfléchi ensemble. On a écrit nos propres protocoles, nos propres chemins cliniques. Et ensuite, on les a mis sur informatique. Donc, ça génère beaucoup de facilité de prescription. Et par contre, ça génère beaucoup de chiffres dont on ne sait pas forcément toujours quoi faire. Et c'est là que je vais laisser la parole à Jamel qui va vous expliquer ce qu'on fait avec tous ces chiffres. Ça passe là ? Ouais. Bonjour à tous. Donc, je dois faire une jonction improbable. Parler du big data dans l'optimisation du bloc opératoire. Donc, l'optimisation passe par l'organisation. Et l'organisation par l'informatisation. Donc tout ça, ça génère beaucoup de données en temps réel, en quantité et en variété. Donc là, c'est les 3 V de ce qui caractérise le big data. Et le 4e V qui tend à se manifester dans la littérature, c'est la véracité. Il est évident que quand on quand on stocke des pouls, des tensions, des saturations, on a des pouls à 0, des tensions à 0, des saturations à 0, et c'est des artefacts qu'il va falloir pouvoir détecter. Donc je pense que la véracité va être un enjeu, notamment pour les cliniciens, pour les anesthésistes, parce que ça ne va pas être le data scientist qui va pouvoir faire le distinguo entre une vraie tension, une valeur relevante et une valeur non relevante. Le big data dans la prise en charge, dans la chronologie de l'anesthésie, c'est présent, c'est maintenant. Ça survient après l'informatisation des blocs, après le stockage informatique des données au bloc opératoire, qui était dans les années 1980. Et on ne peut pas dissocier le big data de plusieurs notions que sont l'intelligence artificielle, la machine learning et le deep learning. Après, je vais vous donner quelques définitions. Alors là, la littérature foisonne. J'ai dû faire des choix. Et après, je vais vous décrire ce que nous, on fait à notre niveau de manière très modeste. Donc l'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc on a 2 approches, une approche déterministe. Donc là, on cale un algorithme, c'est ce que décrivait Jean-Ralph tout à l'heure, et l'ordinateur nous fait le diagnostic au travers de cet algorithme. L'approche statistique qui va exploser probablement dans les années qui viennent, c'est-à-dire l'ordinateur apprend tout seul. J'essaierai brièvement de vous le décrire tout à l'heure, à partir d'énormes bases de données. Le machine learning, donc nous, pauvres humains, on ne peut pas traiter plus de 5 informations en même temps. Et on a une augmentation des data due à la digitalisation. Donc le machine learning permet dans un premier temps de faire un diagnostic comme l'humain, mais il permet aussi de faire mieux que les hommes, et surtout ce que ne savent pas faire les humains, c'est-à-dire de la vraie prédiction, de la vraie classification et probablement de la personnalisation des traitements. Donc, je vais vous parler de prédiction et de classification très rapidement. On est capable, indépendamment du pronostic du patient, de l'outcome, de déterminer des classes de patients non visibles au lit du patient à partir de données clinico-biologiques. Donc, c'est des analyses en classe latente.
Et en fait, c'est vraiment ce que le clinicien ne peut pas voir, puisqu'en fait, c'est après traitement de milliers et de milliers de données, on arrive à créer, on est en mesure de créer, ça, et la littérature commence à le démontrer, des classes cliniques, des classes de patients qu'on peut classer rétrospectivement cliniquement, relevantes en termes de pronostic. Dans cette étude, 466 000 patients, ils ont fait une analyse en classe latente sur de la clinique, de la biologie, 5 classes pour lesquelles on a du pronostic, qui sont impactantes sur le pronostic. Et ce qui est intéressant, en bas à gauche sur l'écran, on voit bien que pour les classes associées à une surmortalité et les classes associées à un caractère protecteur, les ASA3 sont également répartis. Donc ça nous permet quand même d'affiner, ces classes nous permettent d'affiner notre anticipation concernant le pronostic des patients. Et on voit bien que les courbes ROC en haut à droite sont beaucoup plus performantes lorsqu'on analyse les patients en termes d'outcome à partir de ces classes latentes. Et on arrive encore à faire mieux en associant ces différentes classes à l'ASA, au performance statut et au type de chirurgie. Donc le big data permet de déterminer des classes de patients qu'on ne voit pas au lit du patient. L'IGS, vous connaissez tous, ça a été validé dans les années 80 à peu près, sur des analyses en régression logistique, sur des cohortes de patients assez impressionnantes. Le problème de l'IGS, c'est que pour une population de patients, elle permet d'anticiper, de donner le pronostic de la population, mais à l'échelle individuelle, c'est un outil très peu performant. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser l'IGS pour prendre un patient, par exemple, en réanimation ou pas. Lorsque, dans cette étude qui est super intéressante, les auteurs ont pris les mêmes paramètres de l'IGS et les ont remoulinés d'une manière différente en les traitant par des réseaux de neurones, je reviendrai dessus, façon Big Data. Et finalement, on se rend compte sur les différentes courbes ROC que l'IGS déconstruit et reconstruit à la façon Big Data permet d'individualiser le risque d'une population, mais probablement des individus. Donc on avance à grands pas sur les outils qui vont nous permettre de probablement changer nos pratiques en temps réel. Donc les différents algorithmes sur lesquels je ne vais pas revenir, le deep learning, et après j'enchaînerai sur qu'est-ce qu'on peut faire au lit du patient. Le deep learning, c'est une méthode de machine learning où la bécane, l'ordinateur, apprend par l'exemple. En fait, il ingurgite des sommes astronomiques de data et il apprend au fur et à mesure et il valide au fur et à mesure. Ça a été utilisé pour la reconnaissance faciale, vocale et dans certaines situations particulières où il y a de l'image, en dermatologie et notamment pour la rétinopathie diabétique. Donc, la reconnaissance faciale, là, donc vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Pierre Siméon, le vice-président des AJAR. Donc la colonne de gauche, c'est les caractéristiques, en vert, c'est les caractéristiques d'un visage. En vert allumé, c'est les caractéristiques du vice-président des AJAR. Et en fonction des traits de son visage, la première colonne du réseau neuronal. Alors, je vais essayer pour que vous compreniez. Voilà, ça ne marche pas. Super. C'est un flop. Bon, la première, je vais le faire ici. Ça ne marche pas. C'est un écran. Ouais. Très bien.
Donc je pensais que c'était... Voilà. Donc la première colonne, c'est les traits du visage. À partir des traits du visage sélectionnés, on peut faire des nez, des oreilles, des yeux. Et puis après, on passe un autre filtre. On peut faire des visages à partir de ces nez, ces visages sélectionnés. Et c'est comme ça que finalement, on arrive à faire de la reconnaissance faciale. C'est exactement la même histoire en dermato. L'inception V3, qui est donc une version, le dernier ordinateur qui a été programmé pour faire du diagnostic dermato, 130 000 lésions cutanées, l'ordinateur versus 21 dermatologues, et l'ordinateur fait mieux que les médecins. Donc on y est, et il va falloir faire avec. C'est un peu ce que disait aussi tout à l'heure Jean-Ralph. Au lit du patient, 2 heures d'acquisition de données ECG 5 branches, c'est 37 mégas. En anesthésie standard chez nous, 200 mégas, c'est à peu près le poids en informatique des datas pour une anesthésie. On fait 10 000 anesthésies par an, ça fait 2 Tera. On a une database de 11 ans, donc 22 terabytes. Et ça, on ne sait pas le traiter dans nos ordinateurs, avec nos ordinateurs dans nos bureaux. Donc, probablement, l'avenir, c'est de traiter toutes ces données en temps réel. Là, on voit bien que dans cet article, les auteurs, sur la base du deep learning, arrivent à détecter avec une anticipation d'1 heure la prochaine hypotension sur la base des variations tensionnelles du patient en péropératoire. Donc ça, bien sûr, on ne peut pas encore le faire. Nous, qu'est-ce qu'on a fait à l'IPC? On a plusieurs databases. Le cœur en rouge, c'est la database des alarmes. En gris, c'est la database de tout ce qui est rapatrié dans le dossier informatisé en anesthésie et en réanimation. En rose, le laboratoire. Et en haut, où il y a marqué hôpital, c'est la database des données du dossier médical commun. Pour analyser nos patients, en fait, on fait des requêtes avec un outil dédié en bas à gauche, le Kerry Wizard. On fait des requêtes ciblées sur le dossier d'anesthésie et de réanimation. Et on requête aussi la biologie via le laboratoire, et on requête avec Consort, qui est le Google de notre dossier médical commun. Et autour de ça, on arrive en bricolant à traiter les datas de nos patients, tant les datas spécifiques à l'anesthésie et à la réanimation, mais aussi les datas spécifiques à toutes les autres comorbidités, parce qu'avant de venir chez nous, ou en sortant de chez nous, les patients avaient un service d'origine. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'automatiser, de moins bricoler, c'est d'automatiser ces requêtes. Sur la base de requêtes SQL, on est en train de bosser avec les gens de la DRCI pour faire des fichiers standardisés avec une multitude de data qui nous servent à nous en tant que cliniciens, pouls, tension, diagnostic, antibiothérapie, traitement. C'est en train de se faire, et ça via un logiciel statistique. Ça a donné lieu à un mémoire autour de la prise en charge des patients opérés d'une chirurgie rectale et qui intégraient un programme RAC. On s'est posé la question, puisqu'il y avait très peu de data là-dessus, si les données péropératoires respiratoires pouvaient influer sur le pronostic des patients en termes de complications graves selon la classification de Clavien-Dindot. Donc là, vous voyez, on a énormément, sur le tableau en bas à droite, de data
concernant la prise en charge respiratoire. Ça a généré énormément de données qu'on a traitées, donc c'est quand même 1 point par minute qu'on a traité. Et pour simplifier, en analyse multivariée, ce qui sortait, c'est que la PEP, après les variations de PEP, après une demi-heure après la célio, la mise en place de la célio, et 15 minutes de driving pressure supérieur à 15, augmenter le risque de complications de 15%. Donc on est en train de changer nos pratiques autour de ça. Et c'est un exemple très modeste de ce qu'on peut faire, parce que vous avez bien compris que c'est du bricolage, ce qu'on peut faire en termes d'optimisation péropératoire par rapport à toutes les datas qui sont rapatriées dans les différentes databases. Donc là, on est en train de réfléchir avec les gens de la DSIO, du service informatique, les gens du département recherche et les collègues anesthésistes, à automatiser tout ça. Le message que j'ai envie de vous donner, c'est que les databases que je vous ai données là, pour y avoir accès, alors que c'est entre guillemets la propriété du département, il a fallu que je négocie pour avoir les droits d'accès à ces databases. Donc c'est quand même pas rentrer dans la culture, mais c'est nos patients, c'est nos databases, et le fait de s'être réapproprié toutes ces 4 databases et d'avoir plus bricolé, et vous voyez bien que c'est vraiment du bricolage pour l'instant, on est en train de l'automatiser, eh ben je pense que c'est un vrai enjeu d'avenir, et en termes d'évaluation des pratiques, c'est ça qui va nous faire progresser. Vous, en tant que jeune anesthésiste réanimateur, je pense que vous avez un rôle important à jouer autour de nous. Parmi les gens qui prennent des gardes chez nous, il y a pas mal de jeunes qui commencent à faire des scripts, à requêter comme des vrais informaticiens, et parfois mieux que les informaticiens. Et je pense que l'avenir pour nous est en partie dans l'exploitation de ces données cachées. Je vous remercie de votre attention. Alors, Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Où est la catchbox? C'est par où? Allez. C'était dur. Fais passer. C'est avec qui? Excellent. Oui, bonjour. Question pratique, est-ce que les structures des bases de données et les formats de fichiers sont standardisés? Alors, c'est une bonne question. Pour le dossier informatisé, alors je ne vous ai pas montré parce qu'on est en train de découvrir un univers. Effectivement, c'est des databases SQL, c'est standardisé. On a l'architecture de la database, mais après, chaque paramètre que l'on crée rentre dans une case et après, il faut aller le rechercher. Donc, pour le quantitatif, oui, c'est assez standardisé. Pour le qualitatif, le consort, le Google du dossier médical commun, là, c'est pas du tout structuré et il y a un vrai enjeu de structuration en termes de mots-clés, un travail à faire avec les secrétaires qu'on essaye de faire, tant bien que mal. Au fond. Passer. Merci pour votre présentation. Juste un petit détail concernant la e-clinique dont vous parliez. Vous avez évoqué d'utiliser Skype. Il faut bien juste savoir que les données passent par les serveurs Microsoft, donc ce n'est pas du tout adapté à des données de santé. Alors le principe même de la visioconférence est possible, mais n'utilisez pas Skype. Oui, c'était un exemple, bien sûr. Moi, j'avais une question concernant votre travail sur les données. Est-ce que les éditeurs logiciels vous ont donné le schéma des tables de données? Parce que souvent, c'est propriétaire, ils se gardent ça pour eux alors que ça n'a aucun intérêt. C'est ce que je disais à votre collègue. Pour le logiciel d'anesthésie et de réanimation, oui, ils m'ont donné les tables, mais il a fallu quelques échanges de mails qui ont duré plusieurs semaines, et ils nous proposaient même une formation pour pouvoir avoir accès à nos datas. Voilà.
Et vous avez des data scientists qui vous aident à ça, en ressources dans votre centre? Alors, on bosse avec des gens de la DRCI et on peut les considérer comme data scientists. Oui, on a des data scientists, mais bon, c'est compliqué parce que l'ouverture de la database, c'est nous qui l'avons faite parce que semble-t-il, ça n'était pas possible. Or, c'est à la portée enfin, on va sur Open Classroom, 5 minutes, et on fait un copier-coller des requêtes et on arrive à sortir des choses. Donc c'est compliqué et effectivement, ça ressemble à des territoires un peu gardés. Jamel, j'ai une autre question. Dans ton analyse des big data, comment tu fais la différence entre un marqueur de risque et un facteur de risque? Parce que tu parles de la PEP qui était associée à des complications, mais en fait, tu mets du sens rétrospectivement à quelque chose que tu observes. Est-ce que ça... C'est une très bonne question. C'est des facteurs associés. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question. C'est associé. Et après, peut-être qu'il faudra construire des trucs prospectifs et non pas rétrospectifs avec une question. Mais c'est une vraie question. C'est une des questions, un des challenges de ce type de données. Hein. Ça, je trouve que le vrai challenge des big data, c'est de réussir à donner des points à une association qu'on observe, et plutôt que de présumer une imputabilité directe. Oui, mais je me suis mal exprimé, mais oui, tu as raison. Il faut l'avoir entendu comme associé. Si j'ai dit facteur de risque, c'est pas... Non, tu l'as pas dit. C'était juste une question pour voir comment tu faisais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nous, on a des questions. La première, c'est en quoi ça change notre pratique d'anesthésiste réanimateur? Quoi donc? Au quotidien, d'avoir toute cette gestion de données, de big data. En quoi ça va changer nos pratiques? Aussi bien pour la RAC que pour le J0, que pour les prises en charge péropératoires, ça nous permet, on a une foultitude de données importantes et ça nous permet de faire une évaluation des pratiques sur des datas qui ne sont pas du tout exploitées. On peut faire de la qualité, par exemple, sur la centrale d'alarme, pour lesquels je n'ai pas encore les codes d'accès à la database. Le constructeur m'envoie des rapports statistiques et en réanimation, on se rend compte qu'il y a des périodes de ventilation d'apnée par patient, ventilation d'apnée, donc quelqu'un qui arrête de respirer parce qu'on l'a mis en VS, de plus de 2 heures. Donc ça peut faire avancer la qualité des soins. On pourrait le décliner. Et pareil pour la RAC, pareil pour le J0, on va voir où ça dysfonctionne. Je pense que il faut, au-delà de la recherche clinique pure et dure, je crois qu'il faut le voir comme un outil pour évaluer les pratiques, parce que là, on ne triche pas, quoi. Il y a une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure d'informaticiens, anesthésistes, réanimateurs. Vous conseillez aux jeunes, notamment ici, puisque notre métier, effectivement, va être assez bouleversé par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on doit se former à ça? Est-ce qu'on doit être mi-anesthésiste, réanimateur, je ne vais pas dire informaticien? Je crois qu'on doit être anesthésiste, réanimateur et avoir, si on veut gagner du temps et avoir des compétences. Moi, ce que je vous ai décrit, c'est j'ai été aidé par un interne qui m'a dit « t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça ». Donc ça a déjà commencé. Et je pense que c'est un territoire assez approprié parce que si on attend qu'on nous file quelque chose clé en main, dans 10 ans, on y est encore et ça va finir par arriver de toute manière. Donc après, est-ce qu'on doit s'approprier ce territoire coûte que coûte? J'en sais rien. En tout cas, si on n'a pas envie d'attendre 10-15 ans, je crois qu'il faut commencer à défricher. Merci beaucoup.